avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission LFD. Merci d'être présent une fois de plus. Allez, j'ai l'immense plaisir d'accueillir cette fois Ali Djeba. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, Ali. Comment ça va? Bonjour Hugo, oui, tout à fait. La forme? Ça fait un moment et ça fait toujours plaisir de venir sur le plateau de LSD Le Mag et de discuter avec vous et puis de tout, quoi. Ali, un de nos spécialistes foot, qui sera d'ailleurs dans la deuxième partie puisqu'on recevra le cousin d'André Agassi. On vous en dira plus tout à l'heure. À côté de lui, Clément Chaussat. Salut Clem. Bah moi aussi, c'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais, c'est vrai. Bah toujours. À la bonnette à peu près droite. Je fais des efforts au fil des semaines. Un effort, hein. En face de toi, pour sa seconde télé, il a dit 8 mots ce matin à la rédac. Benjamin Belay. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien. Et ça toi? va? Ouais. Voilà, donc on a passé une dédicace à ta copine la dernière fois, mais elle a cru que c'était pour quelqu'un d'autre, du coup elle l'a mal pris, donc je m'excuse, bien entendu. À côté de toi, l'illustre Valentin Barre, qui a mis sa plus belle casquette, parce qu'il faut appeler ça une casquette et non un béret, sinon on se fait engueuler. Salut Val. Salut Hugo. Tu vas bien? Très bien, très bien. Ouais. Encore plaisir de venir. Voilà. Valentin, il faut qu'on mette une petite musique triste, parce que Valentin, c'est celui qui amène les défaites quand il commente. Il a mis la même couleur de Ouais, les chats noirs. Voilà, il porte un petit peu le noir. Hein, il était à Pont-de-Clé, c'est ça, mais on en parlera tout à l'heure. Ou pas, les amis. Allez, on va directement emballer et peser tout ça dans la première partie du Flash LFD, c'est-à-dire toutes les images de ce qui s'est passé chez nous dans le Dauphinois. C'est une belle équipe, hein, Limonest, on l'a vu déjà au match aller et on voit aussi au classement aujourd'hui de notre poule. Par contre, c'est vrai qu'à revenir un petit peu sur ce match, ça a été solide, mais nous, défensivement, on a dû subir peut-être 2 occasions dans tout le match. Bon, ils en mettent une, nous on manque d'efficacité devant, il faut le dire clairement, hein, parce que défensivement, je pense qu'on est quand même costaud, mais devant, on manque quand même de réalisme. On a les boules, parce que les 15 premières minutes, par exemple, on a les touches à 5 mètres qu'on marque pas. On ne concrétise pas dans nos temps forts. Fin de match, on arrive encore à les mettre en difficulté, à avoir une touche dans leurs 5 mètres, on perd encore cette touche. Donc ça, c'est des occasions qu'on ne devrait pas perdre et qu'on doit mettre au fond. Et si on met au fond, le match il est pour nous ce soir. Donc déception malgré qu'on ait joué contre une très grosse équipe. C'est dur, mais je pense que c'est vraiment bien qu'on tombe sur un match aussi dur que ça, à 3 matchs des phases finales. Parce que des matchs faciles, on aurait été vraiment dans le mal pour les quarts de finale. Et vraiment, c'est une belle équipe, le Stade Français. Et du coup, c'est vraiment un bon match à retenir. Parce que c'est le travail de Sap qui a payé, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a quand même essayé de mettre du rythme et qu'en deuxième mi-temps, ils ont été fatigués, quoi. Donc voilà. Après, je pensais que le scénario du match allait être celui-ci et je pensais pas qu'ils auraient les ressources pour revenir en fin de match et ça prouve que Tarbes est une belle équipe, quoi. J'en ai très heureux d'avoir gagné parce qu'on avait assez peur de cette équipe de Carcassonne qui est sur une super dynamique. Donc avant le match, on aurait signé de suite pour la victoire. Après, c'est dommage parce qu'on fait une super première mi-temps et malheureusement, on a baissé le pied en deuxième mi-temps alors qu'effectivement, je pense qu'il y avait la place de prendre ce bonus offensif. Ils ont mis quelque chose en place de très simple, ils ont refusé le jeu, ils ont mis un bloc bas. Et par contre, ils allaient très vite devant. Donc quand vous rencontrez une équipe qui utilise ces principes-là, si vous n'avez pas la chance de marquer rapidement ou d'ouvrir le score, en tout cas en premier, vous vous retrouvez face à une équipe retranchée. Et non, à part avoir eu le monopole du ballon, on n'a pas été très dangereux. Et dans la poche de personne.
Donc c'était un petit message pour vous deux quand a priori je devais finir dans la poche de Mélin. Je suis toujours là. C'est ma femme qui était très en colère, donc faites attention parce que moi je me mets pas en colère, mais ma femme elle est très en colère. Voilà. Clément Chaussat qui s'est attiré les foudres de Johan Autier. C'est normal, Clément. Tu dis du mal des gens, à un moment donné, ça te revient dessus, Mamie Dédé. L'éducation est à revoir. On va parler de la performance du week-end. Et alors là, c'est la performance avec un P majuscule. La perf, les gars. Alors, je sais pas qui veut en parler. Oui, Clément, oui, t'es vexé. T'es vexé, Clément. Non, mais t'es bien éduqué quand même. Un petit Merci. Peu. Voilà, Jean-Yves a fait à rattraper un peu le boulot. Du coup, en vrai, Clément, les Yetis. Magnifique. Vraiment un nouvel exploit qu'ont réalisé les coéquipiers de Lambert Hamon. Deuxième Coupe de France en 2 ans pour les Yetis, qui n'avaient pas gagné de trophée avant la saison dernière. Ils ont gagné contre Caen, leur bête noire, en demi-finale, avant de gagner contre le 3e du championnat. 2 victoires larges, qui montre une fois de plus que les Yetis sont bien présents dans le championnat. Et ils récidivent, ils gardent leur titre. Alors on a une vidéo, je crois, Clem, du résumé de ce titre, le résumé de la victoire. On n'en parle pas assez de ce roller hockey. Clem, Val, Binge, quelle performance quand même. C'est un club qui conserve son titre. Oui, c'est une belle performance de la part des Grenoblois. Après, c'est sûr que le roller hockey, on n'en parle pas assez. Par exemple, la semaine dernière, ils recevaient le premier au classement, Rethel. Ils se sont inclinés face à cette équipe. Mais par exemple, c'était Halle Clémenceau et les halles étaient pleines. Il y avait quand même beaucoup de monde et c'est un sport qui mérite d'être plus médiatisé et qu'on en parle plus. Il faut qu'on en parle plus. D'ailleurs, on avait reçu Lambert Hamon, notre international français polyvalent. J'aime bien le taquiner là-dessus. Il nous a envoyé d'ailleurs une petite vidéo issue des vestiaires juste après la victoire. Et voilà une équipe qui ne participera pas au concours The Voice Porco, car ils ont été recalés à l'audition. Non, c'était une très très belle victoire. On embrasse bien entendu les Yetis de Grenoble. Les amis, un petit tour sur les images du week-end prises par Laurent Lardière et Philippe Crouzet, nos 2 itinérants photographes, avec déjà un bel essai, mon ami Valentin du FCG, qui s'est replacé. Qui s'est replacé effectivement et qui pourra entrevoir les phases finales et pourquoi pas avoir un barrage à domicile. En revanche, c'est pas la même réussite pour les BDL qui se sont inclinés 2-0 on en parlera tout à l'heure. On tire un petit peu la tronche du côté des BDL. Énorme match ce week-end entre le BCTM et le PVBC. La belle tronche là de Lucha Sala avec Mélan toujours en lice, les amis, pour monter en Ligue 2, et les Voironnaises qui ont fait une superbe partie. C'était du côté de Mélan pour ce derby de National 1 féminine. Allez, on va parler cette fois de rien, puisque je vais vous montrer d'abord les images, le reste des images préparées par Benjamin Belay, Clermont, Valentin Barre, tout le monde. Je ne sais plus qui l'a préparé ce deuxième flash. C'est Clément. Bon, s'il y a des bêtises, c'est pour Clément Chaussat. Flash numéro 2. Disons que c'est un véritable derby aujourd'hui. On en manque un peu en Isère parce qu'il y a très peu de représentants HR. Et des matchs comme ça, avec de l'attention, de l'enjeu, ça fait du bien. Nous, la Vallée, c'est des matchs avec du combat qui nous correspondent un peu. En plus, en ce moment, avec les terrains, pour tout le monde, c'est difficile de faire du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, on a su être serein défensivement.
Bellegarde, c'est une équipe qu'on connaît depuis longtemps. En Fédéral 3 déjà, Fédéral 2. Aujourd'hui, on sait que c'est une équipe valeureuse, qui joue avec le cœur, comme nous en fait. En fait, c'est une équipe qui est similaire à la nôtre. Et du coup, perdre aujourd'hui face à cette équipe-là, bon, ça fait toujours un peu chier. Mais bon, on aurait pu quand même peut-être faire les échos. Voilà, à partir du moment où on se fait prendre 20 rebonds offensifs, on leur donne des deuxièmes chances, voire des troisièmes chances. Voilà. Maintenant, il y a ça. Et puis on fait faute à 7 secondes de la fin alors qu'on marque, il reste 18 secondes. Après, il faut avoir de la culture basket dans des matchs comme ça. En tout cas, on sort grandi de ce match par rapport à la tronche. Et je suis fier de mes joueuses par rapport à ce qu'elles ont fait ce soir. C'est un peu notre mal à domicile. On a du mal, vraiment du mal on crée des choses, mais on n'arrive pas à conclure et on n'arrive pas à gagner. Donc ça devient compliqué. Hein. On gagne beaucoup à l'extérieur, mais on n'y arrive pas à domicile. Donc c'est problématique pour être plus haut dans le classement, être plus serein pour la fin de saison. De réalisme, oui, un manque de maîtrise aussi, je pense, tout au long du match. Après, il ne faut pas se mentir, on est tombé sur une belle équipe. Voilà, ils ont mis du jeu, ils ont réussi à nous prendre plusieurs fois sur notre défense. Donc voilà, on s'incline. On avait une balle de match à la fin, mais c'est pas non plus illogique. Le nul est équitable sur le match. En première mi-temps, on a eu 2 occasions. Je pense qu'ils n'en ont eu qu'une. En deuxième mi-temps, pareil, ils ont une occasion, ils la mettent au fond. On revient sur un penalty, je pense, qui est logique. Après voilà, le nul est équitable. Important de gagner ces 2 matchs et on a fait l'essentiel. Après on fait pas un très bon match, mais on le gagne au final, donc c'est l'essentiel. Je pense qu'on n'avait pas envie d'avoir de regrets surtout. Donc on y est allé avec le cœur, on a tout donné et c'est bien passé. Fleuve tranquille, non, je dirais pas ça. Mais bon, c'est vrai que ça nous fait du bien. 4 victoires de rang, dont 6 consécutives si on compte les matchs de poule. Voilà, bien sûr, ça nous fait du bien, ça nous permet d'accumuler des points. C'est nickel, quoi. C'est pas compliqué, on est rentré sur le terrain en mode c'est une phase finale, quoi. On va pas les jouer cette année, on a 3 finales en 3 week-ends. Donc bon, on gagne la première, en plus pour un bon petit derby. Il y avait tous les ingrédients, du beau temps. Ça piquait un peu et puis non, on est bien rentré dans le match pour une fois. Et ça a souri sur un essai où pour moi c'est un peu casquette, quoi, mais bon, on loupe la touche et t'as notre centre qui récupère la balle, il va marquer. Et non, après, on a jamais. Je pense que c'est un des premiers matchs où on met autant d'envie. Abouti, c'était le but. Prendre 5 points, c'est l'objectif. Bon, c'est le match, on a mal commencé, mais on savait bien que ce type de match ça se passait toujours un petit peu comme ça, où les gars qui jouent le maintien, tant qu'ils sont collés au score, ils allaient s'accrocher. Et au final, deuxième mi-temps, des beaux essais, des beaux mouvements, et ouais, objectif atteint. Ali, tu voulais corriger. Il y a eu une petite faute. C'était pas le bon joueur qui a été nommé Tout sur à le fait. club de Vallée de la Grèce. Tout à fait. Ça a été un mélange d'anecdotes avec le match de foot. Ouais. Donc, alors c'était qui parlait? Alors le joueur qui parlait, c'était Julien Grassa. Julien Grassa, comme ça, voilà, honneur est fait à Julien Grassa. Les amis, on va parler un petit peu, une fois n'est pas coutume, de quelque chose qui ne va pas. C'est le bad trip. Et là, Valentin, je me retourne vers toi. Aïe, 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 aïe. Ils ont gagné toute l'année. Ils ont gagné toute l'année. Ils ont fait 44 matchs de saison régulière, des matchs de coupe, pour peut-être perdre la finale. En tout cas, ils sont menés 2-0. Les brûleurs de loups de Grenoble sont en train de passer à côté de leur finale, Valentin. Exactement, ça devient très compliqué. Ils étaient dans une situation déjà périlleuse vendredi soir après avoir perdu 4-3 contre Rouen. Ils étaient bien revenus. Samedi, ça c'est encore plus compliqué. Ils avaient déjà perdu un match à domicile lors des quarts de finale et des demi-finales, donc on pouvait espérer une révolte. Mais il n'y a pas eu ça samedi. Une défaite sèche, 3-0 contre les Dragons de Rouen. Lors du dernier match de la saison régulière, ils les avaient battus chez eux. Alors pourquoi pas espérer une victoire ce soir ou demain, mais ils n'ont plus le choix, sinon ce sera une Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Grenoble a perdu de sa superbe? Autant sur le premier match, ils ont réussi à prendre le pas sur un seul tiers, et là sur le deuxième match, voilà, Rouen a pris la mesure de Grenoble toute la rencontre.
Toute la rencontre, oui. Alors même s'il y a eu quand même une période de révolte, de réaction un petit peu grenobloise, mais ça a été très épisodique, très éphémère. Ça n'a pas duré très longtemps. Et les Rouennais semblaient en totale maîtrise finalement des Grenoblois qui semblaient un peu apathiques, perdus sur la glace. C'était, finalement, au final, comme disait Doterglav, les Grenoblois n'ont pas réussi à se montrer dangereux. Et c'est terrible ce constat d'impuissance en finale, alors que les BDL sont arrivés premiers de la phase régulière en ayant gagné le dernier match de la phase régulière à Rouen. Et sachant qu'il y a déjà eu un précédent, Rouen contre Angers en 2016, c'était imposé 4-0 en finale. Donc attention, parce que les Rouennais, c'est quelque chose qu'ils arrivent très bien à gérer, ces phases finales. Petite réaction en vidéo recueillie par l'équipe LSD. Ouais, on a eu quelques difficultés en jeu au 5 contre 5. On voit qu'on a beaucoup d'énergie dans les phases comme le piqué par exemple, et on aimerait bien transférer cette énergie sur le 5 contre 5. Malheureusement, ce soir ça ne l'a pas fait. Donc comme je le dis à chaque fois, moi j'ai passé la porte du vestiaire là, je pense plus au match, je pense déjà à lundi. Le match de ce soir, je pense qu'on n'a pas lâché, on a développé quand même de l'intensité. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de manque de réalisme. Mais bon, contre Mulhouse, on a galéré, contre Bordeaux, on a galéré. Donc maintenant, à nous de continuer à travailler fort. Et puis les rebonds, les contres, tout va venir en notre faveur. Voilà, le troisième but en cage vide pour les Brûleurs de Loups. Bon, Valentin, il faut se ressaisir dès ce soir. Ce soir et demain. Soit Grenoble gagne, soit Grenoble ne sera pas champion de France. Réaction impérative, ne serait-ce qu'au moins pour offrir un dernier match au public de Pôle Sud, pour offrir un match, au moins un match 5. Mais voilà, donc victoire impérative ce soir ou demain. Sinon, la Saxoprine Ligue Magnus sera entre les mains des Rouennais. Allez, on va parler un petit peu de rugby de Fédéral 2. C'est la chronique LSD. On va parler de Fédéral 2, Clément. Fédéral 2 avec la mauvaise opération pour la Bièvre. Nos amis les Castors qui là ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Oui, voilà, exactement. Ils étaient en déplacement du côté de Bellegarde sur Valserine dans l'Ain pour un choc, on va dire, de bas de tableau. Malheureusement, c'est mal passé pour les Castors de la Bièvre. On a pu voir la réaction de Davy Brunet à la fin de la rencontre. C'est dur pour les hommes de Benjamin Olivier qui, sur les 2 derniers matchs, devront, selon les comptes, à peu près prendre 5 points contre Saint-Savin et contre le dernier match contre Villefranche, là-bas. On va voir, on a le tableau des résultats de cette Fédérale 2. On peut noter Voiron qui s'est imposé en toute dernière seconde, Val, sur mes yeux. Et on notera que c'est aussi la seule victoire à l'extérieur de cette journée. Voiron qui continue sa superbe saison. Mais qui est quand même toujours juste au-dessous de ce petit rappel de la DNACG qui potentiellement va leur enlever 10 points et leur interdire de monter. C'est pas rien. Attention notamment à Villefranche, donc tu le disais, qui a gagné contre Saint-Savin dans la course au maintien, Clem, et de Montmélian, toujours qui se rebiffe derrière. C'est pas fini. C'est incroyable, c'est que toutes les équipes de bas de tableau sont en train de se rebiffer au meilleur moment pour elles, mais au pire moment pour la Bièvre. À part Pontarlier qui est maintenant lâché, il y a Montmélian, il y a Villefranche. Et les Guêpes de Vinay également qui ont explosé Pontarlier, qui du coup, comme on le voit dans le classement actuellement, se situe très bien parce que Vinay remonte à la 4e place avec un match en retard, Clem, et on le voit derrière, la Bièvre est juste au-dessus de la limite. Mais surtout, ce qui est à noter pour la Bièvre, c'est que Bellegarde a 2 matchs de moins, 2 matchs à domicile, et la Bièvre est à 20 journées. Donc pour la Bièvre, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Il va falloir aux hommes de Benjamin Olivier, Nicolas et Carmona se ressaisir pour les 2 dernières rencontres pour rester en Fédéral 2. On rappelle, la Bièvre était promue à ce niveau. On termine avec les agendas du week-end prochain avec un petit peu moins de sport. C'est un week-end quasi férié. Le foot quand même. Grenoble doit absolument se ressaisir contre Lyon-la-Duchère pour ne pas abdiquer complètement dans la course à la montée en seconde division. En football américain, Toulouse accueillera nos Centaures de Grenoble. En handball de Péage, il ira à Toulon. Oui, Clem. Très important le match de mercredi, Toulon-Bourg-de-Péage, puisqu'il va déterminer l'équipe qui jouera les playoffs en fin de saison. Et oui, Bourg-de-Péage qui du coup est à 2 doigts de les jouer, ces playoffs. La suite de l'agenda du week-end prochain avec du basket. Et alors là, un tout petit moment, quand même, il faut être précis. BCTM Roanne, c'est
le quart de finale de Coupe de France, il est plus important que ce qu'il y paraît parce qu'en fait, le vainqueur de la Coupe de France aura un point supplémentaire, sachant que BCTM et Roanne sont à la course pour la Ligue 2 avec un point seulement de différence. Tout peut-être va se jouer ce week-end. En rugby, Dijon, Vienne. En hockey, on l'a dit tout à l'heure, les BDL qui iront du côté de Rouen et qui recevront peut-être en fin de semaine, s'il y a un match 5, à noter le Grenoble-Visil pour ceux qui aiment courir. Le dessin de la semaine pour terminer en beauté avec Jeff Salerno, voilà, l'ancien coach du BCTM, passé maintenant du côté voironnais, qui n'a pas réussi à ramener la victoire, même si ils ont quand même vraiment fait le match qu'il fallait. Félicitations à notre ami Jeff qu'on adore, et on passe également le bonjour à Mike Corté. Comme ça, les deux coachs seront heureux. Pas de jaloux. Merci les gars, Clem, Ali, Binge et Monsieur Casquette. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. On se retrouve dans quelques secondes. Ali, tu restes avec moi. On va recevoir André Agassi ou son cousin. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LSD Le Bac pour la 67e. Eh ben écoute, Benjamin, ils t'ont lâché. Hein. Clem et Val, là, ils sont partis. Faut dire qu'ils avaient fait quelques petites bêtises, donc on les a mis un petit peu de côté. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va toujours. Voilà. Et on a retrouvé, alors par contre, on a troqué Clément et Valentin, mais alors on a la crème du foot local, Ali Djebas. Salut Ali. Bonjour Hugo, je pense que Benjamin il est à la bonne école avec Ali à côté. Voilà. Alors Ali il parle de la troisième personne, c'est un peu comme David Ginola, ça fait partie de ces gens-là qui s'aiment beaucoup. David, si tu nous entends bien entendu, on n'a rien contre toi. Alors on parlait de foot justement, et dans le foot on a un club qui cartonne. Alors ça vient de toi Ali, on t'a dit tu choisis tes deux clubs que tu as envie de mettre à l'honneur cette année, et je te laisse un peu présenter nos invités. Tout à fait Hugo, la Vallée de la Grèce. C'est un club pour moi qui montre beaucoup de bonnes choses. C'est un club avec un président qui gère bien et qui prend soin de son effectif. Alors on va le présenter quand même, le président, parce qu'il est là. Le président, je vais vous le présenter, monsieur Agassi Franck. Voilà, rien à voir avec André. Donc, bonjour, absolument rien à voir. C'est dommage. Je suis un petit peu meilleur au tennis. Ouais, mais ça m'étonne pas, il a pris un coup de vieux quand même, André. Ça m'étonne. C'est pour ça que maintenant je rivalise. Et président depuis une paire d'années, 9 ans. 9 ans, c'est la 9e saison. Et à côté de toi, le coach qui était du coup coach avant que tu sois président. Absolument, j'en ai hérité. Voilà, et tu l'as gardé quand même. Je l'ai gardé. Voilà, Christophe Cunat. Bonjour Christophe. Bonjour. Salut, ça va bien? Impeccable. Ouais, première télé pour toi Christophe? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Franck aussi, du coup. Oui, à peu près, oui. Ouais, à peu près. Première vraie émission. Juste les interviews d'Ali, un peu dans le vestiaire. Bon, alors déjà, une question tarot de les téléspectateurs. La Vallée de la Grèce, qu'est-ce que c'est? Où c'est? Il y a qui dedans? Alors, la Vallée de la Grèce, c'est un club qui est issu de la fusion entre Varsvif et l'US Loga en 1995. Varsvif était issu d'une précédente fusion entre le Varsalir Sport et le FC Vif. Et donc, on représente les trois communes de Vars, Vif et Loga sur le sud de Grenoble. Alors, on a quelques photos un petit peu de l'environnement de ce club. Christophe, 16 ans dans le même club, c'est quand même assez incroyable. Tu as vu également le club évoluer, du coup? Oui, j'ai vu le club évoluer parce que moi, j'ai quand même pratiqué 3 présidents depuis que je suis là-bas. Donc, d'habitude, c'est les entraîneurs qui s'en vont. Là, c'est les présidents qui s'en vont. Mais j'ai eu, c'est vrai, 3 bons présidents. Donc, c'est pour ça que je suis resté. Et je suis surtout bien parce que, bon, il y a un club familial, il y a un mélange de compétition, de convivialité, il y a un mélange de tout qui fait qu'on a envie d'y rester. Ali, toi, c'est un club qui t'a séduit, hein? Tout à fait. C'est un club qui sait accueillir, déjà. Quand vous allez à la Vallée, le public, tout le monde vous salue, tout le monde sourit. Voilà, donc moi, ils m'ont beaucoup séduit. Et je vois aussi que c'est un club qui progresse. Il démarre toujours doucement en début de saison. Je pense qu'il y a un effet Christophe Cunat parce que c'est quelqu'un, il y en a qui vont parler de lui en bien parce que depuis le temps, il a été joueur, mais c'est un
manager. Il sait prendre ses joueurs. Alors, aujourd'hui, le club évolue en régional, hein, Franck, c'est ça Régional 2. Régional 2, précisément, c'est-à-dire le deuxième niveau régional, hein, comme son chiffre l'indique. Quel est le niveau historique du club? Est-ce que le club est déjà allé plus haut? Alors, le club n'est jamais allé plus haut. Le vrai niveau de la vallée sur les 25 dernières années, c'est plus la R3, équivalent anciennement à la PHR. On est en R2 depuis la 4e saison de suite. C'est la première fois, puisqu'à chaque fois qu'on était monté, on était redescendu tout de suite. Donc on s'inscrit pour une fois, pour la première fois de la vie du club, à ce niveau-là. Donc ça fait marque quand même d'une certaine progression. Alors pour ceux qui ne suivent pas exactement les niveaux, hein, vous savez, la Ligue 1, la Ligue 2, après il y a National 1, National 2, National 3, Régional 1, Régional 2. Donc on se retrouve au deuxième niveau régional, soit le 7e niveau français, ce qui est déjà une performance pour trois clubs. C'est pas non plus un bassin de population immense. Hein. Oui, mais alors pour ceux qui ne suivent pas le football, c'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux dans le football. Et il y a plus de niveaux en dessous de nous qu'en dessus de nous. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on s'inscrit quand même dans les bons clubs de l'agglo grenobloise. Et vous avez basculé dans la partie haute parce que finalement, Ali, hein, l'agglomération grenobloise, après Grenoble, il n'y a pas non plus 50 clubs entre Grenoble et la vallée de la Grèce. On en avait discuté, donc Échirol et puis donc les clubs vraiment qui collent un peu au GF. On aimerait bien, Hugo, bien sûr. Oui, mais alors du coup, ça veut dire, Président ou Franck, que vous êtes aussi un peu les représentants du foot isérois de haut niveau, quoi. Nous, déjà, on représente, je pense, tout le bassin sud du bassin grenoblois, parce qu'autour de nous, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont en R3 ou en R2. Après, il y a l'autre vallée qui est représentée un peu par Gières, et puis l'autre vallée un peu par Cessiné, donc ça fait un peu le partage de Grenoble, chacun sa vallée. Président, qu'est-ce qui caractérise un peu ce club ? Je crois que c'est surtout l'état d'esprit qui règne, parce que on fait figure un petit peu de Gaulois dans le milieu du football, c'est un peu vrai. On est très bien ensemble, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, on partage des choses en dehors du football. Et je pense que c'est ce qui traduit vraiment notre état d'esprit sur le terrain, notamment. Oui, c'est vrai que Ali, tu nous avais dit toujours du bien. Hein. Benjamin, tu voulais préciser quelque chose peut-être ? Non, c'était juste pour poser une question à l'entraîneur. Vous nous aviez dit que ça faisait 9 ans que vous étiez au club. Est-ce que vous rêvez 16 ans, pardon. Est-ce que vous rêvez d'un destin à la Arsène Wenger Les Arsène Wenger de la vallée du... Non, mais c'est vrai que si je suis là-bas depuis 16 ans, c'est que je trouve mon intérêt, hein, c'est-à-dire un intérêt personnel par rapport au niveau, comme j'expliquais tout à l'heure aussi, par rapport à tout ce qui se passe autour de ce club, parce que le club vit de beaucoup de choses. On vit de foot, on vit de compétition, mais à côté, il y a une autre vie. Et cette vie, c'est intéressant parce qu'on a passé un week-end... là, qui s'appelait la ferme de L'Oriel, donc on a passé quand même 48 heures à vendre des saucissons, à vendre... ça fait partie du sport amateur. Hein, voilà, c'est vrai. Et quand on voit tous les bénévoles, on était peut-être, je ne sais pas, le président, il sera peut-être... 103 très exactement. Voilà, 103 à travailler. Que hier, à la fin du match, j'ai demandé quand même à tous mes joueurs de l'équipe première, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4 de venir démonter ces stands parce que c'était important pour donner un coup de main à ces bénévoles. Je trouve qu'on est une sorte d'association, mais une association qui vit très bien. Et de partir ailleurs, on se dit toujours que c'est peut-être mieux, mais une fois qu'on est ailleurs, on se dit des fois la vallée de la Grèce c'était mieux. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'y reste. Alors Christophe, tu as le micro, garde-le parce que tu sais qu'il y a une rubrique sur LSD qui s'appelle le pod belge. Alors le pod belge, on parle pas de drogue, hein, même sur LSD on aime bien, mais c'est pas ça. Jingle. Et j'ai cherché 2 heures le mot jingle dans ma tête. Alors le pod belge, c'est quoi, Christophe ? C'est un ami ou pas qui avait envie de te poser une question. Et la première question, elle est pour toi. Qu'est-ce que nous disait Thomas Coelho ? Non, tu te rappelles plus. Thomas Coelho, il avait plus parlé sur le capitaine qui n'est pas là aujourd'hui, donc Mick Todeschini. Oui, parce qu'on devait recevoir le capitaine, mais il était malade. Hein. Voilà, tout à fait. Benjamin ? Il avait demandé si tu pouvais refaire un discours qu'il y avait eu lors d'un match de championnat l'année dernière, un discours qui l'avait beaucoup marqué. L'année dernière ? Non, parce que l'année dernière, il était déjà parti de chez nous. Donc, Ou alors l'année d'avant ? Ouais. A priori, à la mur. C'est l'année qu'il est parti, Thomas, à l'UOP. Dans le micro, Christophe. Ouais, l'année dernière, non, ça ne parle pas. Pas l'année dernière.
Je sais que j'ai eu beaucoup de discours un peu virulents à la mi-temps parce que de temps en temps, comme ça réagit pas trop, donc je mets des coups de pied dans les portes ou des coups de tête. Des fois, ça peut m'arriver. Ah, des coups de tête. Il y a quand même des gourdes d'eau qui des fois qui volent un peu. Voilà. Après. Franck, tu as dû réparer les portes souvent du vestiaire? Non, il frappe pas assez fort pour qu'on les répare ou elles sont costauds. Mais ouais, ça arrive. Des fois, ça chauffe un petit peu. Ouais. Mais par contre, une chose, je le fais souvent à l'extérieur. Ça évite de réparer à la maison. Donc, c'est pour ça. Je choisis un peu mes endroits. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai quand même des discours un peu à la mi-temps qui sont un peu violents. Qu'est-ce qui t'anime dans le foot amateur, toi? C'est quoi qui te donne envie chaque week-end d'aller sur les terrains? Moi, ce qui m'anime, c'est tout ce qui se passe autour d'un terrain. Moi, je trouve que c'est quand même beau d'aller à certains endroits, de voir autant de monde autour d'un terrain, de voir un match où il y a une compétition, où il y a de l'engagement, où il y a des tensions même. C'est même très intéressant, je trouve ça même bien. Et puis qu'à la fin, quand on arrive à sortir du terrain, à boire un coup entre nous, et puis que derrière, il y a une vie de ce club, je trouve ça beau. C'est un peu l'image un peu que je vois souvent à la télé du rugby, de certains sports comme ça. Et je trouve que c'est bon de vivre ces moments-là. Président, c'est quand même pas facile aujourd'hui d'être président d'un club de foot. Le foot n'a pas la cote forcément, avec plein d'histoires, avec les équipes de France pendant des années, les choses. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué surtout de faire comprendre aux parents qu'on ne pratique pas le même football chez nous que ce qu'ils voient à la télé et que les débordements qu'on peut voir qui sont complètement idiots dans le football professionnel, nous on est dans une structure amateur avec la complicité qu'on a quand on fait un sport amateur dans une petite association, et c'est ça qu'on véhicule comme valeur. C'est des valeurs éducatives, c'est des valeurs aussi d'état d'esprit collectif, et c'est le collectif qui nous intéresse. Combien de licenciés dans votre club? C'est un petit peu moins de 400. Donc c'est déjà un joli club avec 400 licenciés. Oui, c'est déjà un beau club. De pas mal de jeunesse. Comment se portent vos équipes de jeunes? Pas mal du tout. On est au plus haut niveau départemental avec les U19 et les U17. Les U15, on travaille dessus. Et surtout, on a beaucoup mis l'accent ces 2 dernières saisons sur l'école de football, parce qu'il n'y a pas d'équipe élite sans base solide. Ali, sportivement, ça se passe comment cette année pour les Valéens? C'est comme ça qu'on dit, président, les Valéens. Je préfère ça, Valéens, c'est bien. En tout cas, ils font la fête. En tout cas, dans les vestiaires, ils ont cassé la table du président. Là, on a vu. Hein. Non, on voit, c'est du sérieux. J'ai suivi un peu des équipes de jeunes avec leurs éducateurs, et c'est du travail qui est très appliqué, la Vallée. Ouais. L'équipe 1, Ali, sportivement, comment elle se situe en R2? L'équipe 1, à l'image de leur entraîneur, c'est quelqu'un. Vous voyez, l'autre jour, je l'ai pris en photo parce que je l'ai vu tracer le terrain avant un match, quoi. Et ça, je dis bravo parce que ça c'est une bonne image. Et les joueurs le voient. Hier, les gars, ils ont tous été aidés pour démonter toutes les tonnelles. Et c'est grâce à Monsieur Cuina. Voilà. Après, au niveau du jeu, on voit quelqu'un qui est technicien. Qui est voilà, il aime ce qu'il fait, Christophe. Christophe, on avait une question. Je recommence. Franck, on avait une question également pour le président. Pour toi, alors au cas où on n'a pas le son, apprenez à lire sur les lèvres. Cette question vaut aussi bien pour Franck que pour Christophe. Comment il voit le club dans 5 ans, sportivement, au vu des difficultés qu'on rencontre tous les jours, et notamment au niveau des installations. Donc voilà, en espérant que dans 5 ans, on soit encore tous à la tête du club. Alors, Sébastien, qui a posé les questions, est vice-président du club. C'est un de mes 2 vice-présidents. Comment je vois le club dans 5 ans? Je le vois un peu plus haut encore, parce que je crois que si on n'a pas d'ambition, c'est là qu'on commence à reculer. Donc on va essayer encore de passer un cap. J'aimerais que nos seniors 2 montent au niveau régional aussi. Mais les seniors 1 peuvent aller plus haut encore que le R2? Je pense qu'on peut gagner encore un niveau à terme. On parle de 5 ans. Hein. Donc je pense qu'on peut encore gagner un niveau. Évidemment, il nous faut absolument ce terrain synthétique qu'on appelle de nos voeux depuis 10 ans. Ouais, c'est vraiment le frein. L'infrastructure qui peut faire la différence. Ouais. Benjamin, il y a eu également des choses qui se sont passées sur le dernier match. A priori, c'est rugueux là-bas dans ces clubs. On sait recevoir. Hein. Oui, on a pu voir que lors de votre dernier match, il y avait eu quelques moments de tension avec l'adversaire. Et du coup, là, vous reste un quart du championnat encore. Vous êtes 6e sur 12 équipes. Quels sont vos objectifs pour cette fin de saison?
L'objectif, c'est déjà ce lundi d'aller gagner à Benneville pour se mettre à l'abri, parce qu'après, on prendrait 13 points d'avance sur le premier relégable, ce qui voudrait dire que le maintien serait assuré. Donc l'objectif, c'est déjà gagner ce week-end. Si on arrive à gagner ce week-end, après, l'objectif, ça sera de se rapprocher des vœux du président, d'essayer de faire monter cette équipe 2, même cette année, parce qu'on voit qu'on n'est pas loin. On est à 4-5 points du premier qui peut monter en R3. Donc, en renforçant un peu l'équipe 2, on peut peut-être faire quelque chose. Mais on assure d'abord l'équipe première, le maintien. Après, on voit l'équipe 2 et l'équipe 3 aussi, parce que l'équipe 3 joue le maintien aussi. Donc, c'est un partage. On essaye d'équilibrer un peu tout. La priorité reste toujours la 1. Une fois que la 1 s'est assurée, on ira voir la 2 et la 3. Oui, Benjamin. Du coup, par exemple, terminer sur le podium à cette 3e place qui est à 3 points de vous, c'est un objectif ou vous préférez ça vous intéresse pas vraiment cette saison encore? Ça va être, je pense que ça va être compliqué de tout faire. D'assurer le maintien de l'équipe première, c'est la priorité à l'heure actuelle. Et après, une fois qu'on a fait ça, après on assurera le maintien de la 3, parce que la 3 avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Et après, en même temps, on essaiera de finir dans les 3 premiers avec cette équipe 2. Donc de finir dans les 3 premiers en jouant sur 3 tableaux, ça va être compliqué. En sachant que notre équipe 4 est déjà sauvée à l'heure actuelle. Donc l'équipe 4, elle finira, pas en roue libre, mais elle finira son championnat comme il faut. Tu as une autre question que tu as donné envie à des gens de te poser des questions. Celle-ci, elle vient d'une petite ville à côté. Une anecdote, je dirais 2 petites choses. Première, c'est qu'il faut qu'il arrête de mettre un peu des chemises de 1940, où je pense que c'est le seul à l'avoir avec Charles Ingalls, à avoir ce genre de chemise. Éviter aussi les chaussures en bois qui remontent au niveau des pointes. Et puis sinon, j'attends toujours qu'il fasse une doublette avec Mika Todesque à la pétanque. Et puis quand il veut, je lui remets sa rousse. Ah, alors, tu peux préciser qui est ce joueur? Oui, c'est Anthony Debrul, donc, qui est parti cette année à Cessiné, voir autre chose. Que j'espère qu'il va revenir l'année prochaine, parce que je vois qu'il ne marque plus à Cessiné, donc je préfère qu'il vienne chez moi et il marque des buts. En tout cas, il voyait très bien la chemise, puisque... C'est vrai, mais je vois qu'il est en concurrence avec moi, parce que chaque fois, il sort des nouvelles chemises. Les chaussures, souvent, il met les mêmes chaussures que moi, donc je pense qu'il copie plus qu'autre chose. C'est un modèle. Je suis un modèle pour eux, je crois. On a une autre question, elle vient juste après. Je tiens à te dire bravo pour tout ce que tu fais, et j'ai une anecdote à te... Je voudrais savoir, si je te dis au bout, qu'est-ce que tu me réponds? Alors Christophe, la deuxième question, c'est te demander, en tant qu'entraîneur bien sûr, c'est comment tu as fait pour perdre contre moi en jouant à 11 et nous en jouant à 9. Réponds à ma question. Alors déjà, tu vas nous préciser qui est ce personnage? Donc c'est Mickey Selman, c'est un peu grâce à lui que je suis entraîneur à l'heure actuelle. C'était mon entraîneur quand j'étais au FC Jojo. Après, c'était mon entraîneur au FC Vorep. Donc c'est une personne qui m'a tout appris. Il est venu me chercher quand j'étais au GAC. On avait fait le parcours en Coupe de France. Et je me rappellerai toujours parce qu'on avait signé la démission dans un bar tous les deux. Et il m'a dit tu signes. Il m'a mis la pression pour signer. Je ne savais pas où j'allais. Il m'a dit viens avec moi, on va au FC Jojo, club de quartier là-bas à Tesser. Et je l'ai suivi. Et puis depuis ce jour-là, j'ai suivi ses conseils pendant des années. C'était un peu mon maître, comme on dit. Et c'est vrai que c'était un entraîneur. À chaque fois que je prenais le ballon, il me disait va au bout. C'est-à-dire que je partais avec le ballon, j'accélérais. Parce qu'il fait un temps que j'accélérais quand même sur le terrain, un peu moins maintenant. Donc j'allais toujours au bout. Donc j'arrivais au bout, c'est où je marquais, où je centrais. Donc il profitait de ça. Et puis j'ai eu le malheur, c'est que dans la première année où j'ai entraîné à Rhône-Poulenc à Pont-Clé, je suis tombé contre Domaine et c'était ma première année d'entraîneur et j'ai joué contre lui. Donc lui s'est permis de faire des changements toutes les 3 minutes. Je crois qu'il avait fait moins une quarantaine de changements dans le match. Il a joué à 9 et il s'est permis de gagner 1-0 chez moi. Mais bon, j'étais novice. Hein. C'est resté quand même. Ouais, c'est resté gravé. Mais bon, ça serait maintenant, je pense que ce serait plutôt l'inverse. Président, petite question. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui un président à être président d'un club de foot? Beaucoup de choses. Déjà, ce qui m'anime vraiment et ce qui anime, je pense, les autres présidents de club, c'est l'opportunité d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire plus et d'essayer d'apporter un peu de joie autour de soi parce qu'on crée quand même quelque chose, toujours. Alors on crée des choses avant les matchs, pendant les matchs, nous, pas mal après aussi. Mais après, l'important, c'est justement cette communion, cette cohésion et juste être l'instigateur de ça, ça donne envie de continuer. Ali, est-ce que toi, il y a un joueur qui t'a marqué dans ce club, quelqu'un que tu voulais mettre en avant peut-être? Oui, Anthony Dubrul, justement, il en parlait. Et c'est un joueur qui a y joué à la Vallée. C'est quelqu'un qui se
distinguait beaucoup sur le terrain. Et voilà, il a voulu changer. Mais pour moi, oui, c'était... Après, voilà, il y a plein de bons joueurs à la Vallée. Et comme il dit le président, il y a une cohésion. Moi, je les vois bien dans les 2 prochaines années évoluer à un plus haut niveau. C'était un peu le but. Benjamin, peut-être une dernière question pour conclure sur ce foot amateur. Si, est-ce que vous pourriez donner, si vous aviez quelques mots à dire à des téléspectateurs pour leur donner envie de jouer au foot amateur, qu'est-ce que vous leur diriez ? Tout dépend les âges, mais j'ai envie de dire que si c'est des plus petits pour débuter le football, on est peut-être, alors ça c'est un peu pécunier, mais on doit être le sport le moins cher quasiment. Ça coûte combien une licence pour les clubs une de licence foot pour les petits, c'est autour de 150 €. D'accord. Mais on les occupe 2 fois par semaine. On leur donne un survêtement, des shorts, des chaussettes. Voilà. Ça reste un sport pas cher. Et surtout, ça reste un sport de proximité qu'on peut faire avec ses amis. On prend chez nous, mais comme dans beaucoup de clubs, tous les niveaux. On n'est pas un club seulement élitiste. Donc on est loin de l'image un petit peu bling-bling du foot qu'on peut voir à la télé, quoi. Il suffit de venir chez nous un week-end pour voir qu'on n'a rien de bling-bling du tout, hein. Ni les infrastructures, ni le comportement. Mais voilà, on ouvre ça à tout le monde, avec plaisir. Ali, tu voulais, je crois, terminer avec une petite dédicace, cette émission. Alors oui, moi j'aimerais dédicacer cette émission à une jeune fille qui est sur un fauteuil. Et elle s'appelle Aurore Lawson. Alors Aurore, si tu m'écoutes, on a un club de foot fauteuil électrique à Grenoble. Tu aimes le foot ? Alors, écoute... Qui se maintient d'ailleurs, hein, Ali. Oui, ils se maintiennent je les suis. En N3. Le foot fauteuil électrique, je les suis. Je connais tout le monde là-bas. Donc Aurore, voilà. Et voilà. Bienvenue Aurore, tu pourras venir dans le au club foot si tu as envie de jouer au foot. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Hein, peut-être une montée d'ici quelques années ou un beau parcours en coupe. Benjamin, Ali, merci. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour... Et non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Parce qu'on mangera du chocolat la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.